1945 était apparemment une bonne année si vous faisiez du vin de Bordeaux, mais c'était une année nettement plus pauvre pour l'Axe. Au printemps, les Russes étaient à un peu plus d'une heure de route en temps de paix de Berlin et les Japonais étaient confrontés à une invasion alliée de la dernière position défendable avant le Japon continental lui-même, l'île d'Okinawa. Alors que moins d'une demi-décennie plus tôt, la marine impériale japonaise avait revendiqué la plus grande flotte opérationnelle dans le Pacifique. Les dernières années avaient vu un renversement de fortune décidé. Leur grande base de flotte outre-mer comme truc était tombée, les tentatives pour arrêter diverses invasions leur avaient coûté plus de navires qu'ils n'avaient réussi à couler, et une grande partie de la flotte, tant les navires avec lesquels ils avaient commencé que ceux qu'ils avaient achevés depuis le début de la guerre, décoraient maintenant le fond de l'océan. Des deux plus grands cuirassés du monde, l'un avait été neutralisé par des avions ennemis sans jamais voir un navire de surface hostile, et l'autre restait à la maison avec le reste de la flotte japonaise, alors que les pénuries de carburant et d'équipement voyèrent la plupart des ressources disponibles consacrées aux forces d'escorte nécessaires pour maintenir l'arrivée de fournitures vitales à la nation insulaire en guerre. Des 12 navires de guerre que possédait le Japon, tous sauf 3 ont été coulés, avec 2 autres transformés en porte-avions hybrides qui manquaient d'avions. Le Haruna, le Nagato et le Yamato étaient à peine une force capable de défier les flottes alliées qui leur étaient opposées, qui détaillaient 2 ou 3 fois ce nombre de cuirassés pour des tâches de bombardement côtier régulier, tout en maintenant une force 3 fois plus grande que la flotte de navires de guerre disponibles japonais en mer, escortant leurs propres porte-avions. La puissante flotte de porte-avions du Kido Butai d'antan était confinée à une poignée de coques de porte-avions dans divers états de délabrement ou proches de l'achèvement, et les escadrons qu'ils étaient censés transporter n'existaient tout simplement pas. Il n'y avait pas assez de pilotes expérimentés pour peupler les ponts d'envol, et la plupart des avions restants de la marine impériale japonaise étaient soit dépensés dans des attaques kamikazes sur les flottes alliées, soit retenus pour la bataille finale inévitable sur le sol japonais lui-même. La proximité des forces alliées avec les îles natales et la portée intégrée dans la plupart des avions japonais rendèrent de toute façon ces porte-avions restants largement théoriques, puisque les avions pouvaient atteindre leur destination à partir des aérodromes situés sur le territoire japonais. Que les Alliés allaient envahir Okinawa n'était pas exactement un secret de polichinelle, et en mars, les hauts fonctionnaires japonais informaient l'empereur Hirohito des plans de défense. L'armée impériale japonaise prévoyait de lancer des centaines et des centaines d'avions contre la flotte d'invasion, y compris des attaques kamikazes massives. La marine impériale japonaise prévoyait de garder ses navires restants au Japon pour l'ultime bataille, au vu du rapport de force navale. Mais l'empereur demanderait maintenant soi-disant « Mais qu'en est-il de la marine? Que font-ils pour aider à défendre Okinawa? N'avons-nous plus de navires ?» On ne contredisait ni ne contremandait l'empereur, et donc l'amirauté japonaise a commencé à envisager la possibilité d'envoyer une force navale pour contrer l'invasion. Cela n'avait pas particulièrement bien fonctionné à Leyte Gulf, et le rapport de force était maintenant beaucoup plus déséquilibré qu'il ne l'avait été lors de cet engagement. Il n'y avait pratiquement aucune chance qu'une opération navale conventionnelle réussisse, et en effet, il y avait très peu de chances d'accomplir quoi que ce soit. Mais s'il y avait une petite chance, ont-ils conclu, une opération kamikaze utilisant des navires pourrait accomplir quelque chose et ainsi sauver l'honneur qu'ils estimaient que l'empereur avait mis en question. Mais quel navire envoyer? Envoyer un navire qui serait presque certainement détruit pendant le trajet n'avait aucun intérêt. La classe Kongo s'était avérée très vulnérable aux attaques aériennes et sous-marines, malgré leur vitesse, ce qui excluait l'envoi de Haruna. Nagato était en mauvais état et était également le plus lent des 3 navires de combat opérationnels restants. Elle était plus résistante que Haruna, mais la marine américaine aurait beaucoup trop de temps pour l'attaquer. Il restait Yamato.
Elle était grande, relativement rapide et résistante. Son navire jumeau, le Musashi, avait été touché des dizaines de fois avant de couler, et le Musashi avait relativement peu de puissance de feu anti-aérienne comparée à la forêt de canons qui peuplait maintenant presque chaque centimètre du pont du Yamato, qui n'était pas dans le rayon d'explosion directe de ses canons principaux. Avec de la chance, un bon timing, ainsi qu'une petite escorte, elle pourrait peut-être surprendre les forces alliées, comme elle l'avait déjà fait une fois lors de la bataille de Samar. Ensuite, elle n'aurait besoin que de quelques heures pour atteindre l'île, bombarder tous les navires d'assaut à portée, puis s'échouer avec toutes les escortes qui auraient réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Elle serait alors utilisée comme une forteresse stationnaire sur l'île, incapable de couler jusqu'à être détruite. L'idée était de combattre et de tuer les forces alliées jusqu'à ce que, rendu non opérationnel, l'équipage restant rejoigne le reste des défenseurs sur Terre, et elle pourrait juste survivre assez longtemps pour y arriver. Et ainsi, elle a été sélectionnée pour la mission avec un petit groupe d'escortes rassemblés, principalement pour fournir une capacité anti-aérienne supplémentaire et absorber quelques bombes et torpilles au nom du cuirassé. C'était un plan désespéré, si spectaculaire, mais qui n'a pas rencontré beaucoup d'enthousiasme de la part de ceux qui étaient réellement chargés de le réaliser. C'était très bien pour les supérieurs de sauver la face en envoyant leurs subordonnés à la mort, mais le vice-amiral Ito et ses hommes, bien qu'ils ne se souciaient pas particulièrement de mourir pour leur dieu empereur, ont trouvé un certain nombre de problèmes lorsqu'il s'agissait de mourir simplement pour la fierté de certains officiers supérieurs, surtout que cela pourrait ne rien accomplir du tout. Ils avaient également le point de vue plutôt pragmatique que leur vie pourrait être mieux dépensée en défense des îles natales où l'ennemi viendrait à eux, et ainsi le temps de trajet du port à l'engagement, et donc le temps pour la marine américaine d'envoyer des essaims d'avions serait relativement minimal. C'est seulement le message peut-être quelque peu dénaturé que l'empereur lui-même attendait que ce plan se réalise, qui a persuadé Ito de le mettre en œuvre. L'équipage, lorsqu'il a été informé à cet effet, a également accepté de poursuivre avec l'idée, bien que les nouvelles recrues et les malades et infirmes aient été retirés du navire, car on ne pensait pas qu'ils contribueraient matériellement à la mission, et donc leur mort ne servirait à rien. L'équipage restant commencerait maintenant un entraînement intensif dans le maniement des canons anti-aériens et améliorerait également les procédures de contrôle des dommages dans le but direct de maintenir le navire en vie et à flot aussi longtemps que humainement possible. La force partirait à 15h20 de l'après-midi du 6 avril 1945, la formation se composant du cuirassé Yamato, accompagné du croiseur léger Yahagi et de 8 destroyers. Le choix de ne pas emmener Nagato a presque immédiatement porté ses fruits, car 2 sous-marins de la marine américaine, le Threadfin et le Hackleback, les ont repérés peu après le départ vers 18h30, mais ils n'ont pas pu se positionner pour attaquer en raison de la vitesse de croisière élevée de la formation de 22 nœuds. Cependant, cela restait un coup de malchance, car, contrairement à la bataille de Samar, la présence du gigantesque cuirassé était maintenant connue de la marine américaine, qui pouvait commencer les préparatifs appropriés. Les avions de reconnaissance d'escorte ont repéré les sous-marins et ont envoyé un avertissement à la flotte, qui a pu prendre des mesures d'évitement tout en maintenant sa haute vitesse. Mais ils n'ont pas réussi à attaquer le sous-marin américain avec succès, et à 2144, la formation japonaise a été traitée pour intercepter un rapport radio du Threadfin détaillant leurs mouvements précis dans les moindres détails. Tôt le lendemain matin, plusieurs contingents de Zero ont escorté la formation pendant un certain temps, mais à la surface, l'un des destroyers, l'Asashimo, a dû se retirer à cause de problèmes de moteur, et des avions américains obstinément persistants ont commencé à suivre la force peu de temps après que les Zéros ont dû faire demi-tour. Rien de ce que les Japonais pouvaient faire ne perturbait les éclaireurs américains, pas même une salve complète de munitions anti-aériennes de type 3,18.1 pouces, et la flotte perdrait alors du temps à effectuer un faux mouvement de diversion loin d'Okinawa qui n'a pas non plus réussi à tromper les hydravions observateurs. Le seul point positif était que Yahagi réussissait à brouiller leur transmission, forçant l'un d'eux à reculer hors de portée pour faire son propre rapport. L'éternel optimiste et persistant Hackleback a également été vu traînant derrière la formation, attendant désespérément que quelqu'un ralentisse.
Les Japonais avaient leurs propres éclaireurs dehors et ont été informés à 10.17 que la force opérationnelle 58 de la marine américaine était à l'est d'Okinawa, à environ 250 miles de leur propre position. Pendant ce temps, dans la flotte alliée, des rapports sur la force opérationnelle japonaise arrivaient. Divers amiraux ont commencé à réagir sans s'informer immédiatement entre eux. L'amiral Spruance, commandant en chef, a ordonné à la force de bombardement de l'amiral Adeo, composée d'un peu moins d'une douzaine de cuirassés plus anciens, dont un certain nombre de vétérans de Pearl Harbor, de se préparer à naviguer pour intercepter. Cependant, le subordonné de Spruance, le vice-amiral Mitchell, à la tête des éléments de porte-avions de la flotte, a commencé à préparer une frappe aérienne massive à la place, n'informant son supérieur que lorsque les avions étaient déjà en train de décoller des ponts de ses navires. Il est intéressant de noter ici qu'un certain nombre de sources sont en désaccord sur qui a exactement ordonné ces frappes de porte-avions. Certaines d'entre elles l'attribuent simplement à Mitchell, tandis que d'autres disent que Mitchell était indisposé à cause de la maladie à ce moment-là et que son propre subordonné, le commodore Arleigh Burke, agissant en tant que chef d'état-major, a ordonné l'attaque au nom de son patron. Mais dans tous les cas, les frappes étaient en cours d'envoi. C'était une énorme attaque. Plus d'avions que l'ensemble des frappes et des combattants du Kido-Butai, le jour où la guerre avait commencé, étaient lancés depuis les ponts de l'United States Ship Hornet, Bennington, Belleau Wood, San Jacinto, Essex, Bunker Hill, Hancock et Bataan. Un total de près de 400 avions en plusieurs vagues a maintenant commencé leur voyage vers les Japonais. Cela serait effectivement l'équivalent de l'attaque de Pearl Harbor, si cette attaque avait utilisé toutes les 3 vagues d'avions et cette fois étaient pratiquement toutes dirigées vers une seule cible. Les frappes étaient composées de 180 chasseurs armés de mitrailleuses de 50 cales de canons de 20 mm et de bombes générales de 500 livres 75 SBC-2C, des bombardiers en piqué Helldiver armés d'un mélange de bombes semi-perforantes de 1000 livres et de bombes à usage général selon l'escadron, accompagnés d'une paire de bombes à usage général de 250 livres nichées à côté de la charge utile principale. Complétant la force, il y avait 131 bombardiers torpilleurs Avenger armés de torpilles Mark XIII. Lorsqu'il a entendu parler de cette frappe aérienne qui était en cours d'assemblage, Spruance a décidé de les laisser continuer, répondant au signal de Mitch « Prendrez-vous ou dois-je, avec vous, les prenez ». Néanmoins, l'amiral Deo a reçu l'ordre de préparer sa ligne de bataille pour accueillir les survivants. Cela comprenait son choix de 6 des plus anciens cuirassés, ainsi que 7 croiseurs et 21 destroyers. En perspective, il y avait 6 autres cuirassés, les navires rapides de classe South Dakota et Iowa, agissant comme escorte pour les porte-avions, ainsi que les grands croiseurs Alaska et Guam. Cependant, ces navires sont restés avec les groupes de travail des porte-avions et n'ont pas reçu l'ordre de se positionner pour intercepter le Yamato. De retour à la flotte japonaise, à 11h07, le radar de recherche aérienne du Yamato a repéré une grande formation d'avions se divisant en deux à un peu plus de 60 miles de distance. Ils se dirigeaient vers le nord, droit vers eux. Quelques minutes plus tard, un message qui avait passé beaucoup trop de temps dans la salle de décodage a finalement été apporté sur le pont. Il provenait d'un poste d'observation entre Okinawa et la force japonaise, signalant qu'environ 150 avions de transport avaient été repérés se dirigeant vers le nord-ouest. Les Japonais ont augmenté leur vitesse à 24 nœuds pour essayer de réduire la distance avec l'ennemi un peu plus rapidement, mais à 11h15, les 2 groupes d'avions qui avaient été repérés quelques minutes auparavant s'étaient rapprochés à 44 miles et avançaient à grande vitesse, tandis qu'à des altitudes beaucoup plus élevées, 2 vols de Hellcats tournaient de manière agaçante, repérant chacun de leurs mouvements. Alors que l'heure du déjeuner approchait, les premières formations majeures d'avions de transport, composées de plus de Hellcats ainsi que de chasseurs corsaires, ont commencé à apparaître dans le ciel directement au-dessus de la formation japonaise. Ils étaient un peu plus rapides que les avions d'attaque, mais s'attendaient à dégager le ciel de la couverture aérienne japonaise. Après un peu de recherche, il est rapidement devenu évident qu'il n'y en avait pas, les zéros qui étaient là plus tôt ayant dû rentrer chez eux pour faire le plein il y a quelques heures.
Au lieu de cela, ils ont commencé à rassembler les avions d'attaque arrivants, qui ont commencé à tourner comme un gigantesque carrousel, disposant désormais de tout le temps nécessaire pour mettre en place des attaques de manuel sur le Léviathan qui approchait. Juste un peu plus d'une demi-heure après l'apparition des premières grandes formations d'avions de la marine américaine, les canons de 18,1 pouces ont de nouveau parlé, les obus de type 3 envoyant de grandes gerbes de feu dans le ciel, et la force japonaise a encore accéléré, commençant des actions évasives et ouvrant le reste de leur batterie anti-aérienne alors que les avions américains commençaient à se rapprocher et qu'ils entraient dans leur portée. Cette première vague d'attaque était composée de 280 avions, 132 chasseurs accompagnés de 50 bombardiers en piqué et de 98 bombardiers torpilleurs. Quelques-uns d'entre eux, principalement des formations du San Jacinto, ont repéré une proie facile et se sont jetés sur l'Asashime boiteux, le coulant en assez peu de temps. Il y avait une conclusion immédiate à tirer de la tempête de tirs anti-aériens qui les atteignait. Les pilotes de l'United States Navy ont rapidement réalisé que la marine japonaise utilisait toujours le repérage visuel et non la direction radar pour leurs canons anti-aériens, car les traînées de feu du type 3 et les nombreuses balles traçantes étaient dispersées partout. Cependant, la quantité a une qualité à part entière et donc pour réduire la quantité de feu en particulier pour les plus gros bombardiers torpilleurs Avenger qui devaient voler bas et lentement pour larguer leur charge, les chasseurs ont ouvert la voie, leur objectif étant d'utiliser leurs mitrailleuses, canons, roquettes et petites bombes pour réprimer les batteries anti-aériennes ouvertes et légèrement blindées qui constituaient la majorité du nombre de canons sur les navires japonais. Le Yamato a débuté le combat avec une batterie anti-aérienne considérable, du moins en théorie. Ces 9 canons de 18,1 pouces pouvaient tirer l'obus anti-aérien de type 3 et il y avait aussi 24 canons anti-aériens lourds de 5,1 pouces, ainsi que 152 du canon de 23 mm de type 93 à bord. Ce dernier n'est peut-être pas le meilleur canon anti-aérien du monde, mais avec 152 canons, c'est beaucoup d'obus à éviter. Le seul armement du Yamato qui n'était pas utilisable à ce stade était les 2 tourelles triples de 6 pouces à l'avant et à l'arrière, car elles ne possédaient aucune véritable capacité anti-aérienne. En théorie, les Helldivers suivraient les chasseurs pour handicaper davantage le navire avant que les Avengers n'administrent le coup final avec des attaques massives de torpilles. Des leçons avaient été tirées de l'attaque sur le Musashi, où une attaque tous azimuts avait involontairement fait en sorte que le Musashi reste à flot beaucoup plus longtemps que prévu, car diverses attaques de torpilles avaient contré l'inondation causée par des coups de l'autre côté, même après la panne du contrôle des dommages. Cette fois, les attaques de torpilles seraient concentrées sur le côté bâbord du navire, avec l'idée qu'une inondation massive d'un côté et non de l'autre serait beaucoup plus difficile à contrer et plus susceptible de faire chavirer le navire. Le nombre d'avions attaquants était tel que non seulement le Yamato, mais aussi les escortes ont été soumis à de nombreuses frappes. Mais après une demi-heure de chaos, il semblait que c'était Spruance et non Mitchell qui avait correctement évalué ce qui serait nécessaire pour abattre le navire amiral japonais. Le Yamato était sorti de l'assaut en apparence presque indemne, avec au plus des munitions majeures dirigées contre lui ayant manqué grâce à une combinaison de nombres ridicules de canons anti-aériens tirant tout le temps et d'une série d'évasions certes très impressionnantes. Une seule torpille à 12h43 semblait avoir été absorbée par le système de défense contre les torpilles, et 2 bombes qui avaient frappé 3 minutes plus tôt n'avaient apparemment accompli que très peu de choses, au-delà de déclencher un incendie à l'arrière. D'un autre côté, cependant, les escortes avaient été beaucoup plus touchées. 3 des 7 destroyers, l'Isokaze, le Hamakaze et le Suzusuki, ont été gravement endommagés, les 2 premiers mortellement, bien qu'ils soient encore actuellement à flot, et le croiseur léger Yahagi a d'abord été paralysé par un coup de torpille et est maintenant à l'arrêt dans l'eau. De plus, les dégâts sur le Yamato étaient un peu plus graves qu'il n'y paraissait. Le contrôle de tir de la batterie secondaire arrière et l'un des radars de recherche aérienne étaient tous 2 hors service, tout comme la tourelle triple de 6 pouces à l'arrière. Ces efforts ont coûté à la marine américaine un Helldiver et un Avenger abattus, avec un autre Helldiver gravement endommagé.
Le Yamato avait pris 2350 tonnes d'eau ainsi que 604 tonnes de contre-inondation supplémentaires, mais était toujours capable de fonctionner à grande vitesse. Bien que cette quantité d'eau aurait été un problème sérieux pour la plupart des cuirassés, avec plus de 70 000 tonnes de déplacement, c'était proportionnellement beaucoup moins un problème pour le Yamato qu'il ne le serait pour n'importe quel navire de l'époque du traité d'environ la moitié de sa taille. Cependant, le Yahagi était complètement hors de combat, ce qui n'a pas empêché la marine américaine de s'assurer particulièrement que c'était le cas. Alors qu'elle était immobilisée dans l'eau, elle subira par la suite une demi-douzaine de coups de torpilles supplémentaires, gracieuseté des Avengers, et une douzaine de frappes réussies des Helldivers, finissant par chavirer et couler à 14,05. Mais tout cela l'attendait dans le futur pour l'instant, car à 13h02, le radar de recherche aérienne restant à bord du navire amiral japonais a repéré une nouvelle vague d'attaque, et à 13h20, d'autres avions américains sont arrivés en trombe. 50 avions d'Essex et de Bataan, rejoints par 110 de Yorktown, Intrepid et Langley. Privés de nombreux navires d'escorte, et avec beaucoup de positions anti-aériennes légères et moyennes mises hors de combat par des attaques de chasseurs plus tôt, le Yamato était en bien moins bonne position pour résister et était maintenant la cible principale de tous les avions attaquants. Elle allait désormais encaisser bien plus de coups, les bombes et torpilles la frappant de plein fouet. Les deux attaques de New Wave marqueraient des coups avec au moins 8 torpilles et jusqu'à 15 bombes. Les bombes ont eu l'effet cumulatif le plus immédiat car elles ont détruit les directeurs de tir et écrasé les câbles d'alimentation et les générateurs, forçant les canons anti-aériens survivants à abandonner tout contrôle central qui avait été disponible et à passer à une direction locale, visant ce que le capitaine du canon voyait et considérait comme la menace la plus immédiate, ce qui a considérablement réduit leur efficacité et a permis aux avions suivants des attaques plus faciles. Selon le plan, les torpilles frappaient surtout le côté bâbord, où les bombes faisaient leur œuvre. Alors que l'eau s'engouffrait d'un côté du navire, il y avait une forte chance que le navire se renverse, même s'il avait suffisamment de flottabilité pour techniquement rester à flot. La pratique standard consistait donc à contre-inonder, ce qui impliquait de noyer volontairement des sections du navire de l'autre côté, équilibrant le centre de gravité et donnant aux équipes de contrôle des dommages le temps de renforcer les cloisons et de pomper les compartiments. Le Yamato comprenait des compartiments spécialement conçus à cet effet, et en cas de besoin, d'autres parties du navire pouvaient également être utilisées, mais la station de contrôle des dégâts d'eau, qui aurait principalement contrôlé cet effort, avait été redistribuée à grande vitesse à un certain nombre d'autres parties du navire grâce à une bombe de Helldiver, rendant cette action difficile, voire impossible à réaliser. Moins d'un quart d'heure après le début de cette nouvelle attaque, les équipes de contrôle des dommages ont été contraintes de noyer à la place les salles des machines et des chaudières du côté tribord du navire, sacrifiant la moitié de la puissance disponible du navire, ainsi que des centaines de membres d'équipage qui n'avaient pas le temps de sortir dans un effort pour essayer de maintenir le navire à flot. Entre l'inondation et la perte de puissance, le Yamato a commencé à ralentir et à s'enfoncer davantage dans l'eau. Pour ajouter l'insulte à l'injure, bien qu'il l'ignorait, 110 autres avions étaient, même à ce moment-là, lancés pour achever le navire. Presque 2 escadrons complets d'Avengers ont effectué un seul largage concerté sur le navire en difficulté depuis le faisceau de bâbord. Yamato s'est tourné vers l'attaque, mais était trop lent pour réussir entièrement. 3 torpilles ont frappé et bloqué son gouvernail auxiliaire dans un virage serré à bâbord. Maintenant ralentie et difficile à contrôler, elle est devenue une cible facile et d'autres attaques ont commencé à viser des parties individuelles du navire, essayant principalement de se concentrer sur la poupe pour paralyser complètement sa capacité à contrôler sa direction de déplacement. Un autre Avenger a été abattu à 1342 peu de temps après que 2 autres torpilles ont frappé le côté bâbord au milieu des navires, mais ce petit abattage n'a apporté que peu de réconfort à quiconque. Vers 14 heures, les avions américains avaient réussi leur objectif, et comme le Bismarck près de 4 ans auparavant, le Yamato chavirait hors de contrôle tout en dérivant lentement vers l'avant. Avec ses radios détruites et le navire définitivement en train de couler, l'amiral Ito a ordonné que des drapeaux de signalisation soient hissés pour amener les destroyers restants à côté pour récupérer les survivants, ainsi que le portrait de l'empereur, puis laisser le navire à son sort. Pendant ce temps, 3 des bombes
et 3 autres torpilles ont atteint leur cible, y compris une torpille isolée sur le côté tribord, complétant le nombre de coups significatifs enregistrés. Quelques minutes plus tard, le Yamato s'est arrêté, a tangué, puis a commencé à rouler de plus en plus rapidement vers bâbord, d'où il ne se remettrait jamais. Pour ajouter l'insulte finale à l'injure, 6 autres Avengers largueraient des torpilles qui s'écraseraient sur le côté tribord montant du navire. Non pas que cela ait beaucoup changé. Au cours des 15 prochaines minutes, le navire a continué à se renverser de plus en plus, finissant par se stabiliser sur le côté à 1420 et commençant à glisser lentement sous les vagues. Mais pour elle, ce n'était pas une mort lente et prolongée, car 3 minutes plus tard, ses principaux magasins ont explosé, probablement lorsque les incendies provoqués par les bombes ont atteint les principaux magasins. L'explosion était si forte qu'elle aurait été entendue jusqu'à la terre ferme japonaise, et un certain nombre de survivants dans l'eau ont vu plusieurs avions américains qui passaient à proximité être littéralement balayés du ciel. Le nuage en forme de champignon de l'explosion s'est élevé dans l'atmosphère et a finalement atteint un tiers de la hauteur qui serait atteinte quelques mois plus tard par la détonation d'une bombe atomique lors de la destruction d'Hiroshima. Alors que l'épave brisée plongeait vers le fond de la mer, il y a eu apparemment, selon l'analyse de l'épave, une autre explosion qui a probablement mis fin de manière miséricordieuse à la vie de quiconque était encore piégé à l'intérieur. Les escortes restantes subiraient le même sort. La Sashimo avait été bombardée et coulée plus tôt. Comme nous l'avons mentionné, le Kazumi était handicapé et a dû être sabordé, ce qui a laissé Fuyutsuki, Yukikaze et Hatsushimo comme les seuls à peu près intacts et capables de secourir les survivants. Suzutsuki a également réussi à rentrer chez lui malgré le fait que sa proue ait été soufflée en naviguant à reculons tout le long du chemin. Il n'y aurait que 280 survivants du Yamato, ainsi que 555 survivants du Yahagi et un peu plus de 800 survivants des divers destroyers coulés. Entre 3700 et 4250 membres du personnel naval japonais, selon la source, avaient donné leur vie au service de l'empereur Dieu, et la plupart de la force avait été perdue en échange d'une légère diminution des stocks de munitions de la marine américaine et la perte d'environ 10 avions avec 12 hommes tués. Cela indiquerait que 7 avions ont été détruits dans l'explosion du Yamato, puisque seuls 3 sont enregistrés comme ayant été abattus en action. Malgré la distraction massive que l'opération Tango avait fournie, les 115 avions que l'armée impériale japonaise avait envoyés après la flotte américaine à peu près au même moment n'avaient réussi à couler rien de significatif, perdant presque 100 de leur nombre en échange d'endommager le porte-avions Hancock, le cuirassé Maryland et le destroyer Bennett, bien que ce dernier ait été relativement fortement endommagé. On se demande ce qui aurait pu se passer si tous ces avions avaient été disponibles pour fournir une couverture aérienne pour le Yamato. Mais ils ne l'étaient pas, et ainsi est passé à l'histoire le plus grand cuirassé que le monde ait jamais vu naviguer sur les mers, ainsi que toute chance d'un dernier grand duel de cuirassés. Comme le nom Yamato est souvent utilisé dans la poésie japonaise comme une référence au Japon lui-même, le naufrage du navire pourrait également être vu comme représentant symboliquement la chute finale de l'Empire japonais. Moins d'un mois après que la fierté de la marine japonaise ait sombré sous la mer, l'Allemagne se rendrait, et environ 3 mois après cela, le Japon ferait de même, et la guerre serait terminée. Et cela conclut cet aperçu rapide de l'opération Tango avec une dernière chose à mentionner, c'est que cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'aide d'un abonné et membre du Discord qui préfère être connu comme une source en Amérique avec un don pour trouver des choses. Donc, vous savez qui vous êtes, et merci beaucoup pour votre aide à rassembler le matériel pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion pour un navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de commenter le post épinglé pour les questions de cale sèche.